tous et à toutes. Eh bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Tête à Texte. Je suis Alexandre et aujourd'hui, on a deux nouveautés au moins pour ce podcast. C'est la première fois que j'invite une personnalité masculine pour ce podcast et c'est la première fois qu'un invité va pouvoir nous parler d'un de ses propres écrits. Donc, je te laisse te présenter. Bien, merci de m'accueillir. Je suis Clé, le coordinateur de l'Infolab, lieu dans lequel le podcast Tête à Texte se passe, le lieu dans lequel j'accueille et j'accompagne Alexandre sur pas que ce projet-là, mais sur les autres aussi. Je pense à Ludogic en général, Mhm. à travers l'association qu'il porte. Et je suis du coup le coordinateur, c'est-à-dire que je vais venir pouvoir encadrer et structurer les différents projets que j'ai au sein de notre espace, si je peux l'appeler comme Mhm. ça, dans lequel on a des projets artistiques, auto-entrepreneuriales, culturels, associatifs, bref, tout plein de projets dans lesquels en fait on a un espace pour que les gens puissent venir créer leurs projets, s'exprimer et aussi recueillir des autres à Mhm. travers du coup des échanges, à travers du pair à pair, pas mal de petites choses comme ça. Et donc du coup, je suis très content d'être à la fois le premier invité masculin et aussi de pouvoir parler un peu de mon œuvre. Mhm. Eh bien justement, concernant la structure de cet épisode, je vais commencer par faire un retour sur deux de mes lectures du mois, dont une qui sera sans doute très intéressante pour toi, Clay, mais aussi peut-être pour certains de nos auditeurs qui auraient l'idée de s'aventurer dans l'écriture. Donc on va commencer par celui-là qui est Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. C'est pas mon premier livre de cet auteur, mais mon deuxième. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture pour commencer. Quand Stephen King se décide à écrire sur son métier et sur sa vie, un brutal accident de la route met en péril l'un et l'autre. Durant sa convalescence, le romancier découvre les liens toujours plus forts entre l'écriture et la vie. Résultat, ce livre hors norme est génial, tout à la fois essai sur la création littéraire et récit autobiographique, mais plus encore révélation de cette alchimie qu'est l'inspiration. Stephen King montre qu'il est bien plus qu'un maître du thriller, un immense écrivain. Et pour commencer, je tiens à dire que le premier livre que j'ai lu de cet auteur, il faisait 900 pages. Celui-ci en fait une 300aine et je vais vous lire le mot d'introduction qui est assez drôle quand on connaît les habitudes d'écriture de l'auteur. Ce livre n'est pas bien long pour la simple raison que la plupart des livres qui parlent d'écriture sont pleins de conneries. Les romanciers, moi y compris, ne comprennent pas très bien ce qu'ils font, ni pourquoi ça marche quand c'est bon, ni pourquoi ça ne marche pas quand ça ne l'est pas. J'imagine qu'il y aura d'autant moins de conneries ici que le livre sera court. Le livre fait déjà 300 pages et pour lui c'est un livre court. Après, si c'est un romancier de thriller, c'est peut-être des livres initialement qui doivent en faire ouais, une bonne 900aine, si c'est pas un millier, quoi. Ouais, mais le rythme de production de Stephen King est assez dingue. Quand tu compares la sortie des livres et le nombre de pages d'écrits, c'est quand même assez fou. Mm. Concernant les points d'écriture, la première partie du livre est un peu longue, vu qu'elle est autobiographique, il ne parle pas forcément de choses très intéressantes par rapport à la vie de l'auteur, mais il y a certains points qui méritent d'être soulignés. Notamment, j'avais noté un petit paragraphe sur l'apparition des bonnes idées en termes d'écriture. Il y a quelque chose que je tiens à mettre au point tout de suite, d'accord? Il n'existe pas de décharge à idées, pas de centre à histoire, pas d'île des best-sellers enterrés. Les idées des bonnes histoires paraissent littéralement jaillir de nulle part. Vous tombez dessus du haut d'un ciel vide, deux idées jusqu'ici sans rapport sont mises en contact et produisent quelque chose de nouveau sous le soleil. Votre boulot n'est pas de trouver ces idées, mais de les identifier lorsqu'elles font leur apparition. Ça me fait penser, là je suis sur la lecture de Comme par magie, de, j'ai plus le nom de cette autrice, qui du coup, elle, c'est un livre qui est pour aider les artistes, les créateurs d'idées, à du coup ne pas louper quand une idée vient vers eux. Donc là, il y a vraiment cette idée aussi, un peu comme dans Stephen King, qu'il y ait un peu comme des idées qui se baladent autour de nous Mhm. et il faut les choper au vol. Il faut Mhm. pas les laisser partir, il faut vraiment
bah, dès qu'elles sont là, les nourrir et puis s'en inspirer pour créer quelque chose. Et je trouve ça assez Mhm. intéressant que même lui, en fait, il parle en fait de cette idée d'idées qui se baladent autour de nous. Ça me fait un peu voir la Mhm. vie différemment. Ouais. Je me dis qu'on est en train de marcher et qu'il y a peut-être des idées autour de nous, tu vois. Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages d'auteurs avec qui j'ai pu discuter qui disaient que parfois ils se réveillaient en pleine nuit parce qu'ils ont eu une idée Mm. pour leurs écrits et qu'ils ne pouvaient pas la laisser s'échapper. Ouais, ouais. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Bah, moi qui compose de la musique, quand j'ai des mélodies en tête, je sors le magnétophone et je les enregistre tout de suite. Si par exemple je suis en pleine discussion, je dis attention, excusez-moi, je vais m'isoler, je chantonne la truc et puis je reviens comme si de rien n'était. Ouais. Donc je comprends cette idée de pas perdre les choses au vol. Mhm. C'est important. Un autre paragraphe qui m'avait beaucoup plu, c'était celui sur les médisances dites par les personnes qui nous accusent de gâcher notre talent. Il commence avec une citation, je crois, d'une professeure qu'il a eue qui lui disait: Ce que je ne comprends pas, Stevie, me dit-elle, c'est ce qui te pousse à écrire des bêtises pareilles. Tu as du talent, pourquoi le gâcher ainsi? Elle tenait un exemplaire roulé du VIB numéro 1 à la main et le brandissait comme elle aurait brandi un journal roulé pour menacer le chien venant de pisser sur le tapis. Elle attendit que je lui réponde. Je dois dire à son crédit que sa question n'était pas entièrement rhétorique, mais je n'avais rien à offrir pour ma défense. J'avais honte, j'ai passé pas mal d'années par la suite, trop, j'en ai l'impression, à avoir honte de ce que j'écrivais. Je crois que j'ai dû attendre d'avoir 40 ans pour me rendre compte que la plupart des auteurs de fiction et de poésie, ayant publié ne serait-ce qu'une ligne, ont été un jour ou l'autre accusés de gâcher le talent que Dieu leur avait donné. Si jamais vous écrivez, ou peignez, ou dansez, ou sculptez, ou chantez, peu importe, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous faire croire que vous êtes un minable. C'est tout. Je n'invente pas, ce sont les choses telles que je les vois. Ouais, ouais, très intéressant. Et Mhm. puis malheureusement aussi, quand on produit de l'art ou quand on produit euh, enfin, lorsqu'on sort des choses de notre pensée, elles passent forcément aussi par un prisme, le nôtre. Il y a peut-être, je ne sais pas, une façon de décrire quelque chose qui est propre à toi, etc. Et quoi qu'il arrive, elle ne conviendra pas forcément à 100% à la personne qui sera en face de ce propos, Mhm. de cette Mhm. idée, bref. Et en fait, il faut l'accepter. Ça, c'est un truc que je comprends. Quand il dit jusqu'à mes 40 ans, je me posais la question. Je comprends parce que moi, j'en ai pas 40, je m'en rapproche. Mais en tant qu'artiste, j'ai toujours cette question de est-ce que ça va être bien reçu? Alors que, en fait, avec du recul, la question c'est est-ce que ça va être bien reçu? Elle devrait même pas être posée. Parce que c'est de l'art au final. Mhm. Tu peux pas forcément fournir quelque chose qui va plaire à 100% à personne. Oui, bah d'ailleurs, tu as la formule qui est à la fois très classique mais très vraie de si tu tiens à plaire à tout le monde, tu finiras par ne plaire à personne. Exactement. Et bah justement, à l'inverse un petit peu de la citation précédente, il y a un paragraphe qui est consacré un petit peu aux personnes qui croient en nous, même au tout début, quand on n'est pas super sûr de nous, et Mhm. qui sont toujours de très bons soutiens. Lorsque je revins de mes cours, la première chose que je vis fut Tabby, donc il me semble la femme de Stephen King, ses feuillets à la main. Elle les avait aperçus en vidant ma corbeille à papier, les avait défroissés, secoués pour les débarrasser de la cendre de cigarette, et avait pris le temps de les lire. Elle me demanda de continuer, elle voulait savoir comment l'histoire allait se terminer. Je lui fis remarquer que je ne m'y connaissais, enfin que je n'y connaissais que dalle en matière de bahut de filles. Elle rétorqua que là-dessus elle pourrait m'aider. Elle se tenait le menton baissé et arborait ce sourire archi craquant qui n'est qu'à elle. Tu tiens quelque chose avec cette histoire, me dit-elle, je le crois vraiment. Et donc là, Stephen King était sur l'écriture d'un des premiers livres qu'il a vraiment fait connaître, à savoir Carrie au bal du diable. Et d'ailleurs, c'est un des livres qui est les plus marquants dans la carrière de l'auteur, vu qu'il en parle beaucoup dans cet écrit-là, avec à ses côtés Shining, Misery, ou encore d'autres comme Running Man. Comme quoi, être bien entouré, des fois, ça peut faire vraiment la différence. Ouais, et ce qui peut faire la différence, c'est aussi les difficultés de la vie, et il se livre justement aux difficultés qu'il a eues par rapport à ses addictions, notamment à l'alcool. Donc Mhm. il y a un paragraphe qui traite bien de ça, qui est juste là. Mhm. À la fin de mes aventures, je descendais à un pack de 3 litres par soirée, et il y a un roman
Cujo, que je me rappelle à peine avoir écrit. Je dis cela sans orgueil comme sans honte, n'éprouvant qu'un vague sentiment de chagrin et de deuil. J'aime ce livre, je regrette de ne pas me souvenir des instants où j'ai mis ses meilleurs passages sur le papier. Au pire moment, je n'avais plus envie de rien, ni de boire, ni d'être sobre. Je me sentais rejeté hors de la vie, au début du voyage retour. J'en étais à essayer de croire ceux qui me disaient que les choses finiraient par s'améliorer si je leur en laissais le temps. Et je n'ai jamais arrêté d'écrire. Certains textes étaient hésitants et plats, mais ils avaient le mérite d'exister. J'enfouissais ces pages malheureuses et sans grâce au fond de mon dernier tiroir, et passais au projet suivant. Peu à peu, j'ai retrouvé le rythme, puis de nouveau la joie. Je retournais à ma famille avec gratitude, à mon travail avec soulagement. J'y retournais comme on retourne dans une villa d'été après un long hiver, en commençant par vérifier que rien n'a été volé ou abîmé pendant la mauvaise saison. Mais non, tout était encore là, tout était entier. Une fois les tuyaux dégelés et l'électricité rétablie, tout marcha à la perfection. Je trouve que c'est intéressant l'analogie qu'il a utilisée entre la maison qui, entre guillemets, passe l'hiver et le fait que lui, il passe par cette session du coup d'addiction à Mhm. l'alcool comme une machine qui se relance, quoi. Je trouve ça intéressant. Là, je vais passer à la deuxième partie du bouquin, qui constitue une sorte de manuel pour apprentis écrivains, conçu sous forme de boîte à outils mentale, où tu vas prendre différents outils de l'écrivain pour essayer de structurer ton texte au maximum. Mhm. Et là, il parle déjà des endroits où on se sent à l'aise à la fois pour lire et pour écrire, comme des lieux où on se sent bien pour Des ça. lieux totems, quoi, ouais. Oui. Autrement dit, je lis où je peux, mais j'ai un endroit préféré, comme vous sans doute. Un endroit où la lumière est bonne, où les vibrations sont d'ordinaire fortes. Pour moi, c'est dans le fauteuil bleu de mon bureau. Pour vous, c'est peut-être la balancelle sous le porche, le rocking chair ou de la cuisine. Ou peut-être un lit adossé à des oreillers. Lire au lit, voilà qui peut être divin pour peu que vous ayez juste assez de lumière sur la page et n'ayez pas tendance à renverser le café ou le cognac sur les draps. Il parle ensuite de l'importance du vocabulaire. Certains écrivains disposent d'un vocabulaire gigantesque. Ce sont des types qui savent manipuler des termes comme dithyrambe, conchiologie ou splendeur ombombrée. Des gens qui ne font jamais une faute quand ils répondent aux questions à choix multiples de la rubrique Enrichissez votre vocabulaire. Mais il disait que justement il fallait pas s'en reporter à ça, mais savoir utiliser les mots tels qu'ils nous viennent à l'esprit, les plus spontanés, pour exprimer ce qu'on dit, même si c'est pas forcément les plus complexes. C'est le terme de simplexité. Je sais pas si tu connais ce terme. Simplexité. Ouais, c'est un néologisme qui est sorti par beaucoup notamment de scientifiques dans le monde de la rendre le savoir complexe accessible. En fait, la simplexité, c'est rendre quelque chose de complexe simple à comprendre. Mhm. C'est tout simplement ça. Et en fait, c'est la vulgarisation, en fait. Ouais. Et du coup, c'est la simplexité. Et c'est un art qui est très très compliqué, notamment comme là, certains mots qu'il a cités dont je ne connais absolument pas le sens. Il y a vraiment cette idée de c'est bien d'avoir du vocabulaire, etc. Mais si à la fin, c'est juste pour paraître un peu guindé, etc., mieux vaut simplifier, quoi. Mm. Mais moi justement aussi, à force de lire et d'écrire, je tombe de moins en moins sur des mots que je ne connais pas. Ça m'arrive toujours quand je tombe le plus souvent sur des textes de grands auteurs, mais ça m'arrive de moins en moins. Et ça, c'est quelque chose qui va soutenir plus tard dans le récit, c'est-à-dire l'importance de lire beaucoup et d'écrire beaucoup, Hmm. qui est vraiment le mantra soutenu dans ce livre-là. Ensuite, il parle du thème de la grammaire, et qui est de son propre aveu pas le thème le plus glamour en écriture. Hmm. Et justement, il en parle assez bien. La grammaire doit également figurer dans le compartiment supérieur de votre boîte à outils et ne venez pas me casser les pieds avec vos plaintes, exaspérées comme quoi vous ne comprenez rien à la grammaire, que vous n'avez jamais rien compris à la grammaire, que vous avez manqué à la plupart des cours de grammaire, que c'est marrant d'écrire mais que la grammaire vous les brise menus. Mais Stephen King a un style vraiment parlé et familier, ce qui diffère pas mal d'autres grands auteurs, surtout français. Hmm. Euh, Mais c'est dû aussi peut-être à la traduction. Parce que euh, Stephen King est anglophone, hein, c'est ça? oui. Ouais. Mais justement, en fait, le traducteur essaye de traduire Ouais, aussi le style de ouais, l'auteur. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est peut-être aussi culturel, tu vois. On aura peut-être des auteurs français qui vont plus être dans tu sais, dans le bien parler, même
parce que ça reste un art d'ignoble, le fait d'écrire, Oui. alors que lui, peut-être, il le reprend un peu différemment. Alors ensuite, si je me trompe pas, c'est le prochain extrait que j'avais choisi consiste à l'engagement pris par l'auteur vis-à-vis du lecteur. Mhm. Je vais le lire. Reprenez ce livre dans lequel je vous ai déjà demandé de jeter un coup d'œil. Son poids dans votre main suffit à vous révéler autre chose sans que vous en lisiez un mot, à vous révéler quelque chose sur sa longueur. Bien sûr, mais plus. Sur l'engagement pris par l'auteur afin de créer l'œuvre, l'engagement que doit prendre le fidèle lecteur qui entreprend de le digérer. Non pas que la longueur et le poids d'un livre suffisent à indiquer qu'il est bon. Beaucoup de vastes fresques ne sont que de vastes fumisteries. Demandez donc à mes critiques qui viennent pleurer sur le fait qu'on rase des forêts canadiennes entières pour publier mes élucubrations. De même, la brièveté n'est pas synonyme de délicatesse. Dans certains cas, sur la route de Madison par exemple, la brièveté est synonyme de mièvrerie. Mais cet engagement pris par l'auteur que le livre soit bon ou mauvais, un succès ou un échec est bien réel. Les mots ont du poids. Demandez à ceux qui travaillent au service expédition dans l'entrepôt d'un éditeur ou dans des réserves d'une grande librairie. C'est quoi la mièvrerie? Mièvrerie, quand quelque chose est mièvre, c'est un petit peu naïf. Un amour mièvre, c'est quelque chose de doux, mais pas forcément très fort, Un plus peu comme naïf. une amourette de vacances, un peu, Ouais, tu un petit disais. peu comme ça. Ok. Si vous voulez devenir écrivain, il y a avant tout deux choses que vous devez impérativement faire, lire beaucoup et beaucoup écrire. Il n'existe aucun moyen de ne pas en passer par là, aucun raccourci. Je suis un lecteur lent et je ne lis en général que 70 ou 80 livres par an, surtout des romans. Oui, bon, un lecteur lent et lit 90 livres par an. Ah, Peut-être que là, je sais pas si c'est une. Moi, je suis très lent, alors je suis un escargot. bah, moi, j'ai un rythme de lecture qui est correct, mais je pourrais être plus rapide. C'est juste que je choisis de bien étudier chaque livre que je Ouais, lis bien pour en sûr. garder un maximum de souvenirs. Hmm, Je dois être à une vingtaine de livres par an, hmm, sous format papier. Si on compte le format numérique, j'en lis encore plus. hmm. Tu penses que c'est une facilité pour toi de passer par le numérique? C'est pas forcément une facilité, mais ça me permet de lire des textes qui soit ne sont pas publiés sous format papier, Mhm. soit sous format de scan, de pas m'obliger à acheter 10 000 mangas pour remplir ma Je comprends. Ouais, bibliothèque. ouais. Est-ce que tu considères qu'un tome de manga, c'est une œuvre? Ou Euh, c'est l'œuvre complète que tu considères comme une œuvre? Ça dépend. Il y a certains tomes qui sont très qualitatifs intrinsèquement et d'autres mangas qui se lisent plus sur la durée. Hmm, ok. Mais en fait, surtout le plus gros problème avec les mangas, c'est que il y a énormément de tomes si tu suis des grosses sagas et ça prend toute la place dans la bibliothèque. Hmm, Donc je termine la citation. excuse-moi. Pas pour apprendre les trucs du métier, mais parce que j'aime lire. Je bouquine le soir, confortablement installé dans mon fauteuil bleu, et si je lis surtout des romans, c'est pour le plaisir, pas pour apprendre à en écrire. Il n'empêche qu'un certain apprentissage se fait ainsi. Chaque livre comporte ça ou ses leçons, et on apprend souvent davantage des mauvais livres que des bons. Ensuite, il parle aussi d'un thème sur lequel je le rejoins plutôt pas mal, c'est le sujet du talent, quand on parle de talent artistique, et là dans le sujet de l'écriture. Le talent enlève tout son sens aux notions d'exercice et de répétition. Quand vous trouvez un domaine, quel qu'il soit, dans lequel vous avez du talent, vous vous y livrez jusqu'à ce que vos doigts saignent ou que les yeux vous sortent de la tête. Même sans témoin, chaque incursion que vous y faites est un exercice de bravoure. Car en tant que créateur, vous êtes heureux, peut-être même extatique. Cela vaut aussi bien pour la lecture et l'écriture que pour la pratique d'un instrument de musique, le baseball ou courir le 400 mètres. Le contraignant programme de lecture et d'écriture que je préconise, soit 4 à 6 heures par jour, tous les jours, ne vous semblera pas contraignant si c'est quelque chose que vous avez déjà plaisir à faire et si vous avez des dispositions pour cela. En fait, c'est un programme que vous suivez peut-être déjà. Si par ailleurs vous éprouvez le besoin de demander la permission pour vous goinfrer de lecture et d'écriture à hauteur de ce que votre petit cœur désire, considérez que je vous l'accorde ici bien volontiers. La véritable importance de la lecture est qu'elle vous familiarise avec le processus de l'écriture. Vous le rend intime. On arrive au royaume de l'écrivain avec des papiers d'identité déjà à peu près en règle. Le fait de lire sans arrêt vous fera accéder à un lieu, à un état d'esprit si vous préférez,
Vous pourrez écrire avec ardeur et sans vous forcer. Il vous fera aussi prendre de plus en plus clairement conscience de ce qui a été bien fait et de ce qui ne l'a pas été, de ce qui est banal, de ce qui est nouveau, de ce qui fonctionne dans une page et de ce qui s'y meurt ou y est déjà mort. Plus vous lirez, moins vous courez le risque de vous ridiculiser avec votre plume ou votre traitement de texte. Tout vient à point à celui qui travaille. Mhm. Ouais, je pense que vraiment, Oui. moi, moi, mon art principal, hein, comme tu le sais, Alexandre, c'est plus, moi, je suis plutôt dans la composition musicale. Mhm. Et effectivement, c'est important de composer régulièrement, même ne serait-ce que, comme il disait, hein, de griffonner un bout de feuille, bah, griffonner un bout de piano, de faire un peu de création, etc. Même ne serait-ce que si c'est un petit peu, il faut quand même le faire. Et c'est ça qui rend, en fait, la, comment, la progression réelle, en fait. Moi, j'ai aussi expérimenté ces dernières années l'intercréation. C'est-à-dire que moi, mon domaine de prédilection, c'est vraiment l'écriture et la lecture. Mais en m'essayant à d'autres formes d'art, ça crée des connexions artistiques dans le cerveau. Donc Ouais, j'ai notamment testé chez Artefait différents ateliers artistiques et ça m'a éveillé de nouvelles portes. bien sûr, bien sûr. Et en plus, le fait de pouvoir aller toucher à d'autres arts, bah, peut-être que ça va nourrir ton art principal. Oui, c'est Ouais, exactement ça. ouais, c'est super ça. Ensuite, Stephen King se confie un petit peu sur sa manière de travailler. Il m'est arrivé de répondre dans des interviews que j'écrivais tous les jours, sauf le jour de Noël, celui de la fête nationale et celui de mon anniversaire. C'était un mensonge, j'ai raconté cela car lorsqu'on accepte le principe d'une interview, il faut bien dire quelque chose et qu'il est plus drôle de tenir des propos plus ou moins insolites ou provocateurs. Je ne tenais pas non plus à avoir l'air d'un super bourreau de travail, en fait je suis un bourreau de travail ordinaire. La vérité est que j'écris tous les jours, super bourreau de travail ou pas. Y compris le jour de Noël, le 4 juillet, et le jour de mon anniversaire. De toute façon, à mon âge, on préfère ne plus trop penser à cette foutue date. Et quand je ne travaille pas, je ne travaille pas du tout. Bien que, pendant ces périodes d'arrêt total, je me sente en général désagréablement désœuvré et ai du mal à dormir. Ne pas travailler est pour moi le véritable travail. Quand j'écris, c'est la cour de récré, et les 3 heures les pires que j'y ai jamais passées restent malgré tout de sacrément bonnes heures. Le travail passion, comme on dit. Oui, Mm. Ça a du bon et ça a du moins bon. oui. Parce que moi, par exemple, je pourrais passer des heures à faire de la musique ou accompagner des projets, etc. Je pourrais y passer des heures. Mais, et ça, je suis très d'accord avec lui sur le fait que quand on s'arrête, il nous manque quelque chose. Mhm. Moi, c'est très très compliqué de m'arrêter. Quand je m'arrête, je sens que je m'arrête. Et ça me fait du mal de m'arrêter. J'ai envie de continuer, tu vois. Et c'est très vrai. Mais malheureusement, ça mène à un autre sujet, celui du surmenage. Oui. Parce que malheureusement, travailler dans ces conditions-là, non-stop, 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 on atteint effectivement dans certains cas des stades de... Le burn-out. Ouais, mais avant même le burn-out, c'est que tu te retrouves dans un stade où tu es un peu... j'ai pas le nom, mais tu sais, t'es un peu... En anglais, ils appellent ça être dans la zone. Ouais, alors, moi, la zone, j'associais ça plus à quelque chose de positif. Oui, non, mais là, c'est positif, hein. C'est que tu atteins cette fameuse stade de zone, donc qui est positif, mais la limite, elle est très, très, très fine entre le stade de zone et le stade de surmenage. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? C'est Mhm. un peu comme si, tu vois, il l'a dit, tu es dans des états un peu extatiques, tu es vraiment heureux de faire ce que tu fais, etc. Cependant, la limite est si fine qu'il faut prendre soin de soi. Ouais. Mais des fois, la limite, tu la sens pas venir et tu te dépasses, et c'est souvent le cas, hein. On le voit même chez les sportifs qui sont super bien dans leur performance, etc. Ils disent, allez, je continue à courir. Le médecin derrière qui dit, attention, il faut quand même y aller mollo. Oh non, t'inquiète, je me sens bien, blessure. Mhm. Donc ouais. Ouais. Faut savoir s'écouter, écouter son corps et écouter les autres. Ouais, mais des fois, c'est ça. Tu n'écoutes pas ton corps parce que tu te sens bien. Le mental prend Oui. tu sais, l'ascendant en fait sur ta façon de te sentir physiquement, quoi. Tu sens, c'est vraiment ce que je te dis, dans la zone, tu sens pas vraiment ce truc-là. Tu sens pas que tu es fatigué, tu sens pas que tu as mal au doigt, tu sens pas que tu as mal aux yeux quand tu écris, ou tu vois, tu sens pas ça. Ouais. C'est pour ça, c'est vraiment très particulier. Moi, c'était une phrase sur le sujet de l'auto-entrepreneuriat qui m'avait marqué. C'est-à-dire que quand tu es dans cette situation, ou plus largement, on peut élargir ça au métier de passion,
C'est tes horaires de travail, c'est quand tu ouvres les yeux le matin et jusqu'à ce que tu les fermes le soir. Exactement. Et ça, c'est pas bon. Enfin, ça va peut-être être bon sur la première, deuxième année, mais très rapidement, enfin, la réalité nous rattrape. Ouais. Et plus on vieillit, plus je le sens. Enfin, moi, ça fait des années que effectivement, je suis dans cet aspect. Si je me réveille, mon cerveau commence à réfléchir à plein de trucs. Mais en fait, plus je vieillis, plus je me rends compte en fait que bah, c'est... Ouais, c'est ça, c'est très énergivore, à la fois physiquement et mentalement. Oui. Après aussi, je préfère nettement ce choix de vie-là plutôt que une vie insipide où tu te lasses de ta propre vie sans faire ce qui t'anime vraiment. 100% d'accord. Mhm. 100% d'accord. Mais si je dois mettre un mais, parce que du coup, il faut quand même, si on a des auditeurs qui pourraient se dire, bon bah, ça y est, ils m'ont motivé, je vais me tuer au travail, je vais être un super bourreau de travail. Attention quand même, il faut faire attention à cet aspect de y aller à fond. Il faut toujours y Mhm. aller à fond parce que c'est ça, comme tu le disais, il faut vivre, il faut y aller. Enfin, on n'a qu'une seule vie, on sait même pas, en fait, ça se trouve, tu vois, aujourd'hui on fait quelque chose et demain, bah, je ne serai plus là ou tu ne seras plus là. On n'en sait rien de tout ça. Donc il faut vraiment profiter de chaque moment Mhm. et y aller à fond. C'est-à-dire que quand tu croques une pomme, il faut croquer dans la pomme, tu vois. Ouais. C'est pas faire un petit croc, tu vois. Mais attention à quand même avoir un pas de côté sur ces situations-là qui peuvent malheureusement avoir, t'as la tête dans le guidon et du coup t'es pas très efficace, quoi. Ouais, bah, moi, ça me fait penser à un de mes amis du service civique qui était un petit peu tombé dans ce piège-là, où en fait, il se disait que s'il voulait réussir dans son métier de passion, il devait souffrir, il devait connaître la misère, parce que les grands artistes étaient nés un petit peu comme ça, Mm, sans vraiment s'écouter et se donner ce de quoi il avait vraiment besoin, mm, ce dont il s'est rendu compte plus tard. mm. Ouais, ouais, c'est triste. Mais oui, effectivement, il y a, il y a une part de, effectivement, de cet aspect de il faut travailler durement, parce que si tu ne travailles pas, ça va pas te tomber dessus, mais bien faire aussi attention, quoi. De mon point de vue, un roman, une histoire comporte trois éléments. La narration qui fait avancer le récit du point A au point B et finalement jusqu'au point Z. La description chargée de créer une réalité sensorielle pour le lecteur. Et les dialogues qui donnent vie aux personnages à travers leurs échanges verbaux. Vous vous demandez peut-être où je mets l'intrigue dans tout ça. La réponse, la mienne en tout cas, est nulle part. Je n'essaierai pas de vous convaincre que je n'ai jamais bâti d'intrigue, pas plus que je n'essaierai de vous convaincre que je n'ai jamais menti, mais j'évite le plus possible de faire l'un comme l'autre. Je me méfie des intrigues pour deux raisons. D'abord parce que nos vies en sont essentiellement dépourvues. En dépit de toutes les précautions raisonnables que nous pouvons prendre, de la minute avec laquelle nous dressons nos plans, ensuite de la minutie Merci. avec laquelle nous dressons nos plans, ensuite parce que je considère qu'il y a incompatibilité entre la construction d'une intrigue et la spontanéité de la véritable création. C'est un point sur lequel je dois être clair. Je désire que vous compreniez que ma conviction la plus profonde quant à l'invention des histoires est qu'elles se fabriquent en grande partie d'elles-mêmes. Le boulot de l'écrivain consiste à leur donner un lieu où s'épanouir et à les transcrire, bien entendu. Si vous parvenez à voir les choses ainsi, ou si au moins vous essayez, nous allons pouvoir collaborer sans peine. Si par ailleurs vous concluez que je suis cinglé, pas de problème, vous ne serez pas le premier. C'est marqué? Bah, j'ai trouvé ça intéressant, la façon dont il l'a emmené. Après, ça, bah, ça continue à s'inscrire, en fait, dans ce qu'il disait juste avant, en Oui. fait. Donc, non, j'ai trouvé ça cool. Et puis le ton, la façon dont il l'écrit, etc. Effectivement, on peut faire preuve de minutie, on peut faire preuve de beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, on est vraiment sur, ouais, on est sur la continuité de ce qu'il disait, de faire attention, de travailler, vraiment de cet aspect de... Je sais pas s'il l'abordera à un moment T ou enfin, s'il l'a déjà abordé et que tu n'as pas lu ses passages. Mais il y a une grosse part aussi de chance. Tu sais, quand on... Ouais, c'est l'œuvre qui est réussie, c'est une œuvre qui est arrivée au bon endroit, au bon moment et dans le bon contexte. C'est ça, exactement. Donc, je sais pas s'il en parle, mais effectivement, c'est quelque chose qui est régulièrement... on nous dit faut tout essayer, parce que si on Ouais. n'essaye pas, on risque de louper ce fameux coche, le bon endroit au bon moment, quoi. Ouais, bah là j'ai vécu ça récemment dans mes publications sur Instagram. D'habitude, mes publications font maximum 200-300 vues. Et là, il y en a une qui a dépassé les 2000 vues récemment. J'ai pas compris pourquoi. Félicitations, c'est cool. Ouais.
Et bon, bah, je compte continuer sur cette lancée-là. Bah oui, hein. Mais moi, si je devais vraiment résumer la pensée qu'avait Stephen King, selon moi, dans ce paragraphe-là, c'est-à-dire que construire une intrigue d'un roman, c'est pas forcément sur ce quoi on devrait se focaliser, parce que si tu veux construire enfin, si tu veux avoir une histoire qui semble crédible, sans parler de réalisme, Hmm. tu te calques sur les histoires que l'on vit au quotidien. Et sauf preuve du contraire, nos vies sont pas scriptées. Non, 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 non. Et puis il y a aussi cet aspect de, il vit le moment, c'est-à-dire que lorsqu'il l'écrit, il est vraiment dans cette, il est avec l'histoire, il la tricote au fur et à mesure. Ouais. Même si tu vois, t'as des gens qui vont, quand ils vont tricoter, ils vont avoir une idée de leur pièce, tu vois. Mais tu as une idée de ta pièce, tu sais pas vraiment quoi on va vendre. Ça se trouve à un moment, bah, tu as peut-être trop serré ton fil. Peut-être à un moment, tu t'es dit, oh, ben si je faisais ça, tu rajoutes des petits éléments, des détails. Donc je trouve ça très, très, très vrai. Et puis ça peut être aussi, encore une fois, appliqué à plein d'autres choses, hein. Tu peux avoir une idée du tableau, mais la façon dont tu as changé la couleur ou mélangé certaines couleurs, certains pigments, vont Mhm. rendre un petit peu différent. Et c'est ça qui est intéressant, je Ouais. pense, dans l'art et dans la création, c'est de pas se dire, je veux absolument atteindre le point B à la fin. Je dirais même dans les trucs qui sont prévus avec un plan, à la fin on le fait jamais. Tu sais, un meuble Ikea où il y a de A à Z, tu vois les étapes de A à Z, à la fin ils te demandent de l'accrocher contre un mur, tu l'accroches pas forcément, tu vois. Ouais. Ou il te reste deux trois clous et tu te dis, mais pourtant je les ai bien mis, c'est quoi ces clous, tu vois. C'est comme dans le sketch du Palmacho. C'est le meuble de vis de sécu pour les vis de sécu. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu as vraiment ce truc de... Ouais, en fait, tu peux pas prévoir, parce que même quand c'est prévu, il faut laisser part à l'imprévu, c'est ça qui pourrait rendre l'œuvre unique, en fait. Ouais. Ouais. Bah, moi, ça me fait penser à deux schémas de pensée qu'on retrouve chez les auteurs. Alors, j'ai peut-être plus les noms exacts, mais il me semble que c'est les bâtisseurs et les jardiniers, qui ont deux manières de concevoir les œuvres. Et il y a pas un auteur qui est tout l'un ou tout l'autre, mais plus des tendances. Mhm. C'est-à-dire que les bâtisseurs auront tendance à structurer leur récit en disant je veux parler de ça, 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 à tel moment, Mhm. tel chapitre, machin, à vraiment construire leur livre de manière quasi parfaite. Mhm. Et de l'autre côté, tu as les jardiniers qui plantent des graines dans leur récit et adaptent leurs histoires en fonction de comment germent les graines. Mhm. Donc c'est deux schémas de pensée et les auteurs jonglent entre l'un et l'autre. Mhm. T'as Gérard Martin, l'auteur de la saga Game of Thrones, Mhm. qui lui a une manière d'écrire qui est très jardinier, c'est-à-dire qu'il plante beaucoup de graines. Et là, vu que les graines ont germé dans tous les sens possibles, ça l'a mis beaucoup en difficulté pour écrire les derniers tomes de sa saga. Donc, ce qui fait que ça fait, je crois, depuis presque 20 ans qu'il est censé sortir Ouais, le tome suivant, ouais. le tome suivant et que bah, il n'y arrive pas. Ah oui. Bah, ça, on le voit déjà, hein, que même ne serait-ce que dans les ventes de licences qu'il a fait, tu peux voir, il y a tellement de spin-off de Game of Thrones, entre House of Dragons, entre l'histoire du chevalier. Là, il va Ouais. y avoir encore un retour sur un des ancêtres Targaryens. En fait, effectivement, comme tu disais, il plante plein de graines. Ça peut être du bon, effectivement, mais effectivement, je pense que c'est très très dur après de se rattraper. Tu sais, c'est Mm. comme l'idée, on ne court pas plusieurs lièvres à la fois. Ouais, c'est ça. Et ça, malheureusement, des fois, ça permet d'atteindre le succès, d'avoir une très très bonne idée, mais peut-être qu'en restructurant, en étant un peu plus Mhm. bâtisseur à des moments, bah, on peut arriver au bout de l'œuvre, quoi. Ouais. Je vais parler maintenant de l'importance qu'elle attache aux descriptions dans les écrits. Les descriptions, ce sont ce qui font du lecteur un participant sensoriel à l'histoire. Bien décrire est un savoir-faire qui s'apprend, et ceci est l'une des premières raisons pour lesquelles on ne peut réussir sans avoir beaucoup lu et écrit. Ce n'est d'ailleurs pas seulement une question de savoir-faire, mais aussi de savoir comment ne pas trop en faire. Lire vous apprendra comment ne pas trop en faire, écrire comment faire. On ne peut apprendre que par la pratique. Pour décrire, il faut commencer par visualiser ce que vous voudriez que le lecteur se représente. Cela se termine par des mots sur le papier censés restituer ce que vous voyez en esprit. Exercice loin d'être facile.
Comme nous l'avons déjà tous entendu dire un jour ou l'autre, c'était tellement génial, ou horrible, fabuleux, comique, etc., que je ne sais pas comment le décrire. Si vous voulez réussir comme écrivain, vous devez précisément être capable de décrire cela et d'une manière telle que votre lecteur vibrera tant il s'y reconnaîtra. Hmm. Si vous êtes capable d'y parvenir, vous serez payé de vos peines et vous l'aurez mérité. Si vous n'y parvenez pas, vous recevrez de nombreuses lettres de refus et pourrez alors peut-être envisager une carrière dans le monde fascinant du télémarketing. Une description trop succincte laissera le lecteur désorienté et myope. Une description surabondante le noiera de détails et d'images. Le truc, c'est de trouver le juste milieu. Il est aussi important de déterminer ce qu'il faut décrire que ce qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre pour ne jamais perdre de vue que votre boulot principal est de raconter une histoire. Très vrai, effectivement. Mhm. Je pense que c'est très important. Moi, c'est ce qui m'a fait beaucoup aimer et démarrer à l'époque, quand j'étais plus jeune, les Harry Potter. Je suis vieux, hein. Je suis de l'époque où il y avait, c'était La Chambre des Secrets Mhm. qui venait de sortir en librairie. Ça fait un bail. Ouais. Et je savais lire. Et je crois que j'étais pas né. Et du coup, j'avais lu le premier tome. Et en fait, j'avais trop aimé, j'ai toujours aimé dans cette saga-là, en fait, les descriptions du monde magique, tu vois, entre l'utilisation de certains objets, comme par exemple dans les trains, on parlait de ne serait-ce que les détails des rideaux qui séparaient les compartiments, quand il faisait description du château quand il arrivait, sur la chambre des secrets, en fait, quand il parlait même ne serait-ce que de la descente dans les escaliers, comment les murs étaient décrits, etc. J'aimais beaucoup ça. Parce que Mhm. quand j'étais petit, j'avais pas forcément. Bah, tu vois pas forcément grand-chose, tu t'imagines plein de trucs. Et comme j'avais pas forcément une expérience de fou de dehors et des choses comme ça, bah, ça me permettait de m'évader. Et j'ai toujours aimé ça. Je trouve que bien décrire, effectivement, c'est ce qui fait vraiment la force d'un récit. Oui. Bah justement, la saga Harry Potter, pour l'instant, j'ai lu jusqu'au tome 3, j'ai vu tous les films. Euh, bah, globalement, les images que nous mettent dans la tête les écrits sont très marquantes à ce niveau-là. Et en contre-exemple de description, je dirais un exemple très récent. J'ai terminé hier le Père Goriot de Honoré de Balzac, qui lui a des descriptions qui sont vraiment longues, surtout au début, mais des descriptions de pièces qui durent 3 pages. Ah ouais, ouais. C'est pas étonnant que que tu un grand nombre de personnes qui aient abandonné leur lecture dès le début à cause de ça. Hmm. Bah oui. Donc là, on est typiquement dans ce que Stephen King dit par trop vouloir en faire. Ouais, c'est un peu, tu veux presque prouver en fait. Ouais, je sais décrire une pièce. Très très bien. Regardez, si on regarde bien là-bas, il y a une craquelure dans le mur dans lequel se... Ouais, il y a une craquelure dans le mur où le mur est abîmé. Merci. Passe à la suite, quoi. Bah, après, c'était surtout dans l'objectif de Balzac dans ses écritures, c'est-à-dire un objectif de réalisme, d'écrire la réalité et les gens tels qu'ils sont dans la Hmm. vie de tous les jours de la manière la plus précise possible. Donc c'était dans son intention, mais ça aide pas forcément des lecteurs plus communs. Hmm. Je vais aborder le fait que Stephen King a abordé de s'immerger dans ses personnages pour pouvoir mieux les imaginer. Il n'est pas incongru de se demander si Paul Sheldon dans Misery ne serait pas moi. Certaines parties du personnage le sont. Mais si vous continuez à écrire de la fiction, je crois que vous vous rendrez compte que tous les personnages que vous créerez sont un peu vous-même. Lorsque vous vous demandez ce que tel ou tel personnage va faire dans une situation donnée, vous décidez en fonction de ce que vous feriez, ou au contraire ne feriez pas, dans le cas où ce personnage est le méchant. En plus de ces versions de vous-même, il y a des traits agréables, ou pas, propres aux personnages que vous avez observés chez les autres. Le type qui se cure le nez quand il croit ne pas être vu, par exemple. Il y a aussi un merveilleux troisième élément, l'imagination pure. C'est elle qui m'a permis d'être l'infirmière psychotique le temps que j'écrive Misery. Dans l'ensemble, être Annie Wilkes n'a pas été dur. C'était même assez rigolo. Incarner Paul a été plus difficile, je crois. Il était sain d'esprit, je le suis aussi, pas de quoi en faire des tartines. Je trouve que c'est intéressant le fait de se dire que aujourd'hui c'était plus simple pour lui d'avoir un personnage qui est totalement l'opposé de lui, donc pas sain d'esprit, et peut-être aussi une femme. Le fait d'effectivement de sortir et de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de très différent de nous, je trouve ça beaucoup plus simple.
je suis assez d'accord Ouais. aussi. Bah, moi, à titre d'exemple, j'adore écrire des personnages de méchants et de méchants vraiment diaboliques. Parce que, à titre personnel, ça me permet d'extérioriser un petit peu toute la méchanceté que je laisse pas éclater chez moi dans mon quotidien. Parce que je me dis dans l'écriture, vous savez, je peux me permettre d'être un enfoiré. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Bah, c'est plus simple aussi, du coup. Je pense que c'est plus simple que Ouais. de décrire un personnage lambda qui vit une vie normale, tu vois. C'est aussi ça, je pense aussi l'aspect de l'art dans toute sa splendeur, c'est de vraiment pouvoir exprimer des nouvelles choses, montrer des nouvelles choses. Si tu racontes juste qu'il y a quelqu'un qui se réveille et qui va prendre son petit-déj, tu peux faire une très très belle description du croissant, du feuilleté, du croquant, du croissant dans la bouche, ce que tu veux, mais te dire qu'à la fin, bah, en fait, il a mangé du maroilles avec son café et que ça coulait dans le café, que tu peux imaginer des trucs un peu dégueux, tu vois, des autres images, Mhm. tu pourrais dire, ah, c'est plus intéressant que Oui. simplement quelque chose de beau, de propre aussi. Bah, c'est quelque chose qui malheureusement empoisonne un petit peu l'univers du livre français de notre époque. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'auteurs qui spécialisent dans des récits personnels et dans un cadre urbain et normal, ce qui fait que en général les histoires qui en ressortent sont vraiment pas intéressantes. Hmm. Donc là je vais parler du fait que Stephen King euh, a abordé un point qu'on a déjà plus ou moins initié tout à l'heure, c'est-à-dire le lecteur idéal, qui est en Mhm. général un proche. Ouais. Quelqu'un, impossible de me rappeler qui, a écrit un jour que les romans sont tous, sans exception, des lettres adressées à une personne précise. Il se trouve que je le crois aussi. Je pense que tout romancier a un unique lecteur idéal qu'à différents stades de la composition de son ouvrage, il se dit je me demande ce qu'il en penserait s'il le lisait. Pour moi, ce premier lecteur est une lectrice, ma femme, Tabitha. Elle a toujours été une première lectrice enthousiaste, m'a toujours apporté son soutien sans réserve, sa réaction positive à des textes difficiles comme Sac d'os, le premier de mes romans parus chez un nouvel éditeur après 20 bonnes années avec Viking, qui se sont terminées sur une stupide querelle financière, ou pouvant être sujet à controverse comme Jessie, fut fondamental pour moi. Ce qui ne l'empêche pas de rester intraitable quand elle estime que quelque chose ne va pas, auquel cas elle me le fait savoir avec on ne peut plus de vigueur. Peu de temps après avoir achevé le tournage de Psychose, Hitchcock le visionna en compagnie de quelques amis, ceux-ci le couvrirent d'éloges, déclarant que c'était un chef-d'œuvre de suspense. Alma les laissa tous parler, ne prenant la parole que lorsqu'ils eurent terminé, Alma étant la femme d'Hitchcock. Mhm. Tu ne peux pas le faire sortir comme ça, dit-elle fermement. Il y eut un silence quasi scandalisé, sauf de la part d'Alfred Hitchcock qui demanda tranquillement pourquoi. Parce qu'on voit Janet Leigh déglutir alors qu'en principe elle est morte, répondit-elle. C'était vrai, Hitchcock ne discuta pas davantage que je ne le fais lorsque Tabby me met le doigt sur une de mes fautes. On peut avoir des discussions animées sur certains aspects d'un livre, et il m'est arrivé d'aller contre son avis quand il s'agissait d'un élément subjectif, mais lorsqu'elle me prend sur le fait qu'elle débusque une gaffe, je la vois tout de suite et je remercie le ciel d'avoir auprès de moi quelqu'un qui me dise que ma braguette est ouverte avant que je sorte dans la rue. Très vrai, très vrai. Ça me fait très penser, bah moi j'ai une conjointe qui me soutient énormément dans tout ce que je fais. Et heureusement qu'elle est dans ma vie, parce qu'effectivement, en fait, tu te retrouves très régulièrement à des fois dire, ah, je sais que c'est bon ce qui se passe, ou je sais que je suis en train de faire quelque chose de bien, et qu'elle te reprend en disant, ah, attention, parce que ça, je pense pas que ce soit vrai. Et bah, tu te prends un petit truc de recul et tu te dis, ah ouais, j'y avais pas pensé comme ça. Ou cette histoire de première lecture, tu sais, tu penses à une idée, à une façon d'apporter les choses, et en fait, elle va te dire, ah, attention, ça peut porter à confusion, ou ça. Et t'es là, en fait, ah oui, effectivement. Ouais. C'est ce que je te disais, cette idée de attention à avoir la tête dans le guidon. Parce que des fois, on a tellement la tête dans le guidon que bah, on oublie. On oublie que bah, on n'est pas les seuls, en fait. Notre œuvre, elle est faite pour être vue, à être lue, être écoutée. Et en fait, quand on pense que tout le monde pense comme nous, c'est là qu'on fait des erreurs. Ouais. Et plus spécifiquement dans le cadre des auteurs et des artistes, où on est très à cheval sur les œuvres que l'on souhaite communiquer. Ouais. T'en as beaucoup qui réagissent un petit peu comme Cyrano de Bergerac. C'est je ne souffrirai pas qu'on en enlève une virgule. Et c'est important d'avoir des personnes en qui on a confiance et qui sont capables de nous dire
Là, je pense que tu ferais mieux de faire autrement Hmm. parce que sinon, t'as pas de garde-fou. Tu fais ce que tu veux au risque de faire de la merde. N'importe quoi, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Et bah, justement, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à plus grande échelle dans pas très longtemps. Je voudrais essayer d'ouvrir une micro-entreprise dédiée à l'aide aux auteurs sur la construction de leur récit. Hmm. Un petit peu comme ce que j'ai pu faire avec toi lorsque tu m'as confié ton texte. Ouais, ouais, je comprends. Ce serait super cool. Mhm. Alors là, il aborde dans la partie suivante, on a presque fini avec ce livre. Ouais. C'est un peu long, mais il est très intéressant. Sur les recherches à faire pour construire une histoire et faire en sorte qu'elle soit crédible. Il faut à présent aborder la question des recherches, qui ne sont qu'une forme particulière du travail sur le contexte. Et si vous devez absolument faire des recherches parce que votre histoire met en scène des choses sur lesquelles vous ne savez rien ou que peu de choses, je vous en prie, n'oubliez pas que le maître mot est contexte. Le contexte n'est pas le texte. C'est dans le contexte que doivent rester vos recherches. Soyez subjugués si vous voulez par tout ce que vous apprendrez sur les bactéries mangeuses de chair ou sur les égouts de New York ou le QI potentiel des chiots de race collée. Mais ce qui intéresse vos lecteurs, eux, c'est avant tout les personnages et l'histoire. Donc voilà, en fait, ce qu'il souligne, c'est que les recherches servent surtout dans le cadre d'un contexte particulier, mais pas pour l'histoire en elle-même. Ça Hmm. sert à mettre en valeur l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Et qu'à la fin, il faut pas oublier l'essentiel, c'est de faire vivre tes personnages et son histoire. C'est ça. Là, il va justement apporter un petit peu mettre sur la table le sujet de l'argent dans la vie d'un auteur, ce qui peut être assez sensible. Hmm. Un dernier point reste à discuter, une question en relation directe avec la chose qui a changé ma vie et que je n'ai fait qu'effleurer jusqu'ici, abordons-la maintenant de front. C'est une question qu'on me pose de différentes façons, parfois avec politesse, parfois sans ménagement, mais elle se résume toujours à la même chose. Dis-moi mon chou, tu fais ça pour l'argent? La réponse est non. Aujourd'hui, comme autrefois, il est exact que je me suis fait beaucoup de fric avec mes livres, mais je n'ai jamais écrit un seul mot pour l'idée que j'ai été payé pour cela. J'ai accompli certains travaux pour faire plaisir à des amis, le coup de main qu'on se donne entre voisins que nous appelons chez nous log rolling, mais ce fut tout au plus ou au pire ce que l'on pourrait appeler un échange de bons procédés. Écrire était ce qui me comblait. Cela a peut-être permis de rembourser l'emprunt sur la maison ou d'envoyer les enfants à l'université, mais ce n'était que des conséquences indirectes. J'écrivais parce que c'était le pied pour la pure joie de la chose, et si pour la pure joie de la chose qu'on écrit, on peut continuer toute sa vie. Très, très, très cool. Et très, très, bah, il est très chanceux de pouvoir vivre de son art. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Oui, Mais bah, je crois que c'est à l'heure actuelle dans le top 5 des écrivains qui gagnent le mieux leur vie au monde. Et ouais, à, ouais, ça fait un paquet de fric, ça. ouais, et à savoir que des écrivains qui vivent purement de leur plume en France, je crois qu'on doit les compter sur les doigts de deux mains à peu près. C'est ouf, hein. Ouais. Mais bon, c'est pas très encourageant quand on veut se lancer ça. Et la question aussi, c'est, on pourra peut-être en reparler dans, je sais pas, peut-être un autre épisode, mais Mhm. la, l'importance en fait qu'a l'éducation dans tout ça. Ouais. Parce qu'on est de moins, je trouve, de moins en moins éduqués à lire, à écrire, que ce soit l'arrivée des réseaux sociaux, la façon d'écrire aussi qui maintenant est de plus en plus assistée, tu vois. Genre, enfin, moi je sais que j'ai toujours eu un Becherel, un Bled, tu vois, chez moi Ouais. pour revoir mes règles, etc. Aujourd'hui, j'ai certains gamins qui font des folies, tu vois. Moi, je fais de l'accompagnement de jeunes, aussi de plus jeunes. Et waouh, c'est. Même ne serait-ce qu'écrire un petit bout de texte, etc. On arrive vraiment sur des niveaux où je me dis waouh, est-ce qu'ils prennent le temps de lire, tu vois? Est-ce qu'ils prennent Mhm. même ne serait-ce que des petites choses? Ils ont du mal. Je leur. Enfin, là, c'est ce qui m'a fait kill tilt et qui me fait directement le lien. C'est que j'avais tendu un flyer où il y avait une petite. Un petit paragraphe en fait qui expliquait c'était quoi en fait. Et ils ont dit, il y avait littéralement 5 pages, hein. Enfin 5 lignes, hein. Oh, c'est trop long. J'étais waouh, ok, on en est là quoi. Ouais. Tu vois là, c'est comme si tu veux me retourner le livre et qu'ils se disaient, ah, c'est trop lourd, c'est trop long de lire le résumé quoi. Ouais, la quatrième de couverture. Ouais, la quatrième de couverture, tu vois, c'est waouh. Enfin, je sais pas. Ça me laisse perplexe moi. Ouais, c'est un fossé qui se creuse. Et le pire, c'est que les jeunes, justement, qui prennent ces habitudes-là, n'ont pas forcément conscience que ça leur sera sans doute préjudiciable à l'avenir. Bien sûr.
bien sûr, après, c'est comme un autre sujet aussi que j'avais vu. On a de moins en moins de personnes qui savent lire sur une horloge avec des aiguilles. Ouais. Ça m'a... Ouf! Je suis... et j'avais fait le test, hein, j'avais imprimé une horloge avec des aiguilles qu'on pouvait faire tourner, etc. Et je les mettais, je disais, est-ce que vous pouvez me donner l'heure? Il me regardait comme ça, avec les yeux du hurluberlu. Ah, je sais pas, parce qu'il y avait une horloge tu sais, sur 6 par exemple, il me disait, Ouais. bah, il est 6 heures. What? C'est- Et le cauchemar pour ces gens-là, ça doit être les exercices d'anglais. On te demande de donner l'heure en anglais avec les aiguilles d'une horloge. Voilà, ils sont perdus. Ils vont peut-être demander à ChatGPT, mais Ouais. c'est dur, hein. C'est très dur. Claude, hein, dis-moi quelle heure il est. Quelle heure il est, s'il te plaît? Ah, mais maintenant, avec des oreilles, enfin, des lunettes connectées, etc., ça se trouve, à un moment T, ils vont regarder l'exercice comme ça. 6 heures d'écart. Ah, merci. Et vraiment, on va être. Je sais pas si tu vois, c'est quel film, putain, Idiocratie. Non, je vois pas. C'est un film où c'est dans des États-Unis du futur, où être idiot est, est considéré comme être au top de la société en fait. Plus t'es bête, mieux Ah, c'est. ok. Ouais. Et c'est quelqu'un qui se téléporte en fait dans ce fameux temps. Et tu te retrouves à la Maison Blanche qui est en train de brûler. Genre, le monde il est sombre, c'est super pollué, etc. Et tout est dirigé par des idiots. Très Mhm. marrant, hein, c'est un film de comédie, hein, évidemment. Ok. Mais c'est. Ouais. Mm. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va dans cette direction un peu, hein. Là, je vais terminer sur ce livre Ouais. pour donner un petit peu le ton final qu'il a par rapport justement au fait qu'il ait subi son accident et à quel point l'écriture ça l'a aidé. Pour moi, les choses continuèrent à s'améliorer. Je dus subir 2 nouvelles interventions à la jambe. Après ce premier après-midi étouffant passé dans le vestibule du fond, je vais souffrir d'une infection assez sérieuse et je continuais à ingurgiter des pilules par poignée tous les jours. À présent, le fixateur externe a disparu et je continue à écrire. Certains jours, c'est une corvée, une épreuve sinistre, d'autres, et il y en a de plus en plus au fur et à mesure que ma jambe guérit et que mon esprit retrouve l'habitude de travailler régulièrement. J'éprouve cet enivrement joyeux à l'idée d'avoir trouvé les bons mots et de les avoir bien disposés. C'est comme décoller en avion. On roule, on roule, on roule, et tout d'un coup on est en l'air, chevauchant le vent comme par magie, et prince de tout ce que l'on domine. Ce qui me rend heureux, car c'est ce pourquoi je suis fait, je n'ai retrouvé que très peu de force en une journée. Je ne parviens à écrire qu'un peu moins de la moitié de ce que j'écrivais avant l'accident. Mais elle m'en suffit pour atteindre la fin de ce livre, et de cela je suis reconnaissant. L'écriture ne m'a pas sauvé la vie, c'est au talent du docteur David Brown et à la sollicitude aimante de ma femme que je la dois. Mais elle a continué à faire ce qu'elle avait toujours fait pour moi, rendre ma vie plus lumineuse et plus agréable. Écrire n'a rien à voir avec gagner de l'argent, devenir célèbre, draguer les filles ou se faire des amis. En fin de compte, écrire revient à enrichir la vie de ceux qui liront vos ouvrages, mais aussi à enrichir votre propre vie. C'est se tenir debout, aller mieux, surmonter les difficultés et faire qu'on soit heureux. Oui, faire qu'on soit heureux, une partie de ce livre trop longue peut-être décrit comment j'ai appris cela. Une autre plus importante s'efforce d'expliquer comment on peut mieux le faire. Le reste est peut-être la meilleure partie, est une autorisation en bonne et due forme. Vous le pouvez, vous le devez, et si vous êtes assez courageux pour vous lancer, vous y arriverez. Écrire est magique, écrire est l'eau de la vie, au même titre que n'importe quel art. L'eau est gratuite, alors buvez. Buvons. Je vais maintenant passer au deuxième livre, qui aura un peu moins d'extraits, vu que c'est un roman dont je dévoilerai pas trop l'intrigue. Ok. C'est d'une maison d'édition assez récente. Le livre, il me semble, a été publié en 2024. Ah ouais, c'est très récent même. Donc c'est le premier tome d'une duologie. L'hydre jamais ne meurt. Au mois de mars, j'avais dit que mon livre préféré de l'année s'était installé comme étant Pays réel, qui d'ailleurs est de la même maison d'édition. Là, le mois dernier, j'ai dit que Caligula c'était devenu mon nouveau livre préféré, et là, je change à nouveau de livre favori avec celui-là. Ok. C'est pas forcément. Que tu as terminé? Je l'ai terminé. Et est-ce que tu as terminé le deuxième tome? Non, j'ai pas terminé le deuxième tome, il est dans ma pile à lire, donc il y passera à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, il est assez loin dans ma pile à lire. Ok.
Et ouais, c'est pas forcément le meilleur livre que j'ai lu de l'année, mais c'est celui qui correspond le mieux à mes goûts. Ok, C'est une dark fantasy et qui tire plus vers le noir foncé. ok. Donc je vais lire le résumé qui donnera un petit peu le ton. L'Hydre. Voici le nom de la terrible division qui protège Idonia. Cette troupe d'élite, aussi efficace que cruelle, accomplit avec joie toutes les sales besognes qu'on lui confie et vénère le reste du temps la bête éponyme qui gît sous sa forteresse. Feu Follet appartient à cette caste de soldats sans pitié. La guerre, les pillages et la mort forment son lot quotidien, pour son plus grand bonheur. Et ça tombe bien, on l'a envoyé assiéger la ville rebelle de Cibourg. Encore une occasion de massacrer sans vergogne. Ce soir, avec quelques compagnons, il s'infiltrera dans la cité pour en ouvrir les portes. Ah, il entend par avance les hurlements effrayés de la populace, et l'odeur de chair brûlée lui chatouille déjà les narines. Mm. Ensuite, il y a une petite note sur l'auteur. Mhm. Antoine Zwicky est un jeune auteur de 27 ans. Se décrivant lui-même comme le méchant de la fantaisie, il a délaissé les preux chevaliers combattant les vilains monstres pour se concentrer sur des intrigues plus sombres et des personnages à la moralité incertaine. Ah bah oui, effectivement. Quand il y en a un qui se lèche les babines à l'idée de faire un massacre, Oui. effectivement. Bah, pour avoir entendu une interview de l'auteur, il me semble qu'il a été assez déçu de la saga La Compagnie Noire, qui est réputée pour être une saga de dark fantasy assez dure, Mhm. et il a voulu proposer sa propre version d'une dark fantasy. Ok. Et donc là, étant donné le thème et le contexte, au niveau des trigger warnings, si on peut donner cette appellation-là, il y a un petit peu à boire et à manger, donc meurtre, violence, guerre, V pour pas dire le mot, tortue pour pas dire le mot, euh, ouais, et pas mal d'autres choses aussi. Donc un livre à ne pas mettre entre toutes tes mains, quoi. Un livre, en fait, comment dire, les, selon moi, c'est pas dit de manière trop choquante, c'est pour ça que ça rentre dans la catégorie de mes livres préférés. Ok. Sinon, je pense que je l'aurais pas mis aussi bien placé. Mais faut savoir qu'il y a ces thèmes-là dans le livre. Il y a des thèmes assez durs, donc c'est pas forcément un livre qui correspond à tout le monde. Ok. Parce Et que moi, tu vois, ça, c'est des livres auxquels je pense que j'aurais énormément de mal oui, à- j'ai pas le mot, à accrocher. à accrocher, ouais. Il y a une particularité stylistique assez intéressante dans ce livre, c'est le fait qu'il est rempli d'onomatopées à certains passages Ok. pour représenter les bruits qu'il y a dans le livre. Ok. Et ce qui fait qu'à certains passages, notamment lors des batailles, les onomatopées compressent le Le corps de texte. texte pour nous donner l'impression un petit peu d'étouffer au milieu de la bataille. Et Hmm. il y a pas mal d'impressions dans ce texte-là. Le premier extrait que je vais dire va être un petit peu représentatif de ça pour donner la tonalité. Ça va permettre aussi de se familiariser avec le style très cru, familier et vulgaire du personnage principal. Donc on est dans un point de vue interne et on nous épargnera pas toutes les réflexions un petit peu sordides du personnage. Donc le personnage qui s'appelle Feu Follet, qui est ce qu'on appelle un pionnier dans l'Hydre. Donc c'est un soldat qui a pour fonction de rentrer en douce la nuit dans les forteresses pour assassiner les gardes et ouvrir les portes de l'intérieur. Ok. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on le découvre dans le premier chapitre. Ok. On entend un truc, un bruit de tissu, de l'eau qui cogne la pierre, un garde est en train de pisser contre l'autre mur, les yeux de vicieux se mettent à pétiller, non trop dangereux. Il finit son affaire et se barre dans un gros et gras bâillement. Je ne l'ai même pas vu et pourtant je suis sûr qu'il est gros celui-là. Bien couillon d'assiéger des gens qui mangent mieux que nous. De nouveau le silence, on s'élance, Vicieux et moi arrivons à la porte. Ouverte, tant mieux. Les 9 autres nous rejoignent, on monte le premier étage, du calme, pas trop d'excitation. Et bientôt arrivé, on reste silencieux, on garde son sang-froid et... Fap, 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 fap. Hmm. Donc en gros, il tombe sur un garde en train de se faire plaisir. Ok. Voilà, c'est le style est très cru, très violent, mais le livre est vraiment très drôle par le ton qu'il adopte à certains passages, ce qui aide à faire passer la pilule. Là, je vais parler d'une scène assez dure qui décrit un V, mais c'est intéressant pour apporter du contexte à l'hydre et à la manière dont en fait sont formés ces rangs. On dirait qu'il y en a un qui a essayé
de choper Vicieux. Il aurait mieux fait d'utiliser son couteau contre lui. Vicieux n'aime pas qu'on essaye de le planter. J'ai bien vu comment il a fait attention à ne pas le tuer. Sacré Vicieux, porte pas son nom pour rien. Feu Follet, regarde dans l'armoire, on se gêne pas sur nous comme ça si on n'a rien à protéger. Bingo, la femme, la fille et le bébé. Forcément ça pleure, fallait pas trop contrarier sa majesté aussi. Refuser de payer l'impôt, quelle idée. Pitié. Pas de chance, on fait pas là-dedans, nous. Son mari lui donne un aperçu sonore de ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il hurle? Fais lui fermer sa gueule. Bon, aucune idée de ce que le copain lui a fait, mais il crie moins fort. Occupons-nous de nos oignons. Visiblement pas décidée à se défendre, elle. Elle serre dans les bras ses 2 enfants. Une bonne mère, j'imagine. Le plus petit a l'air en bonne santé. Le bébé, c'est un garçon ou une fille? Arrête de chialer, réponds. Un garçon. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. C'est ton jour de chance, ma belle. C'est vrai qu'elle est mignonne, hein. Lui, il va nous rejoindre. Par contre, tous les deux, c'est une autre histoire. Vicieux, on a une recrue. Donc là, en gros, il va V la mère sous les yeux de sa fille, après avoir tué le mari. Et en gros, la manière dont les personnes recrutent... Ils volent les enfants garçons, du coup, chez les rangs ennemis, quoi. ouais, et ensuite ils les élèvent au sein du régiment de l'Hydre. Là, je vais passer sur la remise des récompenses à la suite du siège de la bataille, Ok. ce qui va nous permettre de voir un petit peu les rangs qu'il y a dans l'Hydre. Plus rincé par le pillage que par les combats, même plus envie de tout saccager, vivement qu'on parte. Mais avant ça, les récompenses. Ça fait toujours quelque chose de voir l'Hydre réuni au grand complet. En rang et étendard dressé. Je suis content. Tibia et Ruth sont là eux aussi. Ils ont bien mérité leur médaille. C'est que je suis de sacrément bonne humeur. Pas tous les jours que j'arrive à me réjouir pour autrui. Allez, plus qu'à subir le discours du général. C'est vrai, faut donner quelques coups de trompette avant, au moins ça réveille. Voilà le gratin qui s'avance. Le général et les 5 têtes. Surtout ne vous pressez pas, bientôt c'est moi qui ferai poireauter l'assemblée. Ils seront obligés de me regarder traîner la patte. Ils m'applaudiront même pour ça, quel pied ce sera. Je serai le commandant le plus lent de l'histoire. Soldats, garde à vous. 6000 hommes qui se dressent tous en même temps, ça vous hérisse le poil. Même eux, ils ne peuvent pas s'empêcher d'obéir. Repos, vous avez admirablement combattu. Vous avez fait honneur à nos anciens et à la division. L'Hydre a une fois encore triomphé. Je n'aurai de cesse de... Arrête de les féliciter, félicite-moi, bordel, j'ai risqué ma vie. Si on avait cramé que j'ai laissé crever l'autre félin, on m'aurait bien tanné le cuir. Parce que en gros, il a laissé son chef mourir devant lui dans l'espoir de prendre sa place. Ce qui va arriver. D'accord, ok. Ouais. Et blablabla, vous êtes tous exceptionnels, et blablabla, vous êtes les meilleurs, c'est bon. Ça fait toute une vie que j'entends cette chansonnette, personne n'en a jamais rien eu à foutre, mais chaque général se sent obligé de rabâcher les mêmes poncifs. Ferme-la, offre un pichet à chacun, et tout le monde sera aux anges. Ah, il passe aux médailles. Pour sa bravoure, son sang-froid et sa ténacité dans la bataille malgré les blessures, je décerne au caporal Ruth l'ordre du lion de 2e classe. Ouais, bravo, tout ça, je me fais chier depuis trop longtemps pour applaudir sincèrement. L'ordre du lion de 1re classe pour le sergent Tibia, l'ordre de l'ours de 2e classe pour le soldat futé, l'ordre du loup de 2e classe pour le soldat cochon. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'on l'appelle comme ça celui-là? Il faut pas déconner pendant ton premier pillage, gamin. Le nom qu'on te file, il te colle à vie. Remarque avec pareil sobriquet, mais ta vie que t'y tiens plus trop. On a bien dû se foutre de ta gueule, en tout cas ne t'imagine pas que tu vas pouvoir crever chez les pionniers. Moi, commandant, jamais un putain de soldat cochon ne rejoindra ma turne. Collectionne toutes les médailles que tu veux, ça changera rien. Moi, j'ai perdu le fil. Ah, c'est mon tour. Pour avoir mené ces hommes en pleine forteresse ennemie et avoir permis à nos forces d'investir la cité, j'octroie l'ordre du serpent de 1re classe avec dents en or et yeux d'émeraude au capitaine Feu Follet. Ça, c'est un nom qui en jette. Un petit côté fourbe, un incendie, une crinière rousse, et hop, voilà Feu Follet. Allez, on se concentre. Le général me serre la main, il est grand, je n'aime pas qu'on me toise. Il défait ma cotte de maille, déboutonne ma chemise, on ne bronche pas, il me présente la décoration. Bien pointu le bout du bijou. On serre les fesses, paf. 3 pouces d'acier dans le buffet. Putain, ça fait mal. Tradition à la con. Il a pas retenu son coup, l'enfoiré. Me revoilà avec une belle vipère à la poitrine. Même en métal et en miniature, elle arrive à mordre cette salope. Il me rhabille. C'est bon, je n'ai pas plissé les yeux. Il me lance un regard satisfait puis se retourne vers l'assemblée. Donc ils mettent les
Récompense directement dans la peau. Ouais, en gros, c'est comme un pins, mais tu te l'accroches direct dans la poitrine. Fun. Et, et là, justement, en fait, ce qu'il explicite, mais j'aurai un autre passage pour parler de ça un peu plus tard, c'est que ils n'ont pas de nom, de prénom, de nom de famille dans l'hydre. C'est-à-dire que tu reçois ton nom lorsque tu fais ta première bataille. Et ton nom dépend de tes accomplissements pendant la bataille. Donc là, Feu Follet, typiquement, le pourquoi il porte ce nom-là, c'est parce que de un, il est roux, et de deux, il a déclenché un incendie lors de sa première bataille. Et donc là, en fait, il a atteint le deuxième grade le plus important au sein de l'Hydre, à savoir celui de commandant, Mm. qui est juste en dessous du rang de général. Qui est la tête de l'hydre. Oui, c'est ça. Il y a, euh, Une tête de il y l'hydre a un parmi d'autres. général et six commandants. Donc six commandants pour faire référence aux six têtes de l'Hydre. Mm. Là, justement, on va avoir droit à une description de l'hydre en elle-même, qui est un cadavre qui est vénéré par les membres de l'hydre, et qui est le secret de sa force. Ok. On entre dans le tunnel, un peu de recueillement, toujours aussi impressionnant ces galeries. Dire qu'à une époque, la bête arpentait ces lieux. Notre mère à tous. Je n'aurais pas aimé être un de ces types qu'on a envoyé la trucider. Je crois que même moi je me serais chié dessus. Comment ils ont fini par y arriver? Comment de misérables humains sont-ils venus à bout de l'hydre? On ne nous l'a jamais raconté. On se contente de boire son sang, nous les héritiers. Maintenant que j'y pense, c'est marrant quand même, nos anciens ont tué la bête, et aujourd'hui on la vénère. Est-ce qu'ils seraient fiers de nous? En même temps, est-ce que nous on est vraiment fiers d'eux? Avoir aussi pareille créature, un titan d'une autre ère, ce n'est pas normal. On aurait dû la révérer. Nous on se contente d'essayer de la faire revivre à notre façon, on n'est pas trop de 6000 pour y parvenir. Quelque part on rachète la faute de nos aïeux. On fait comme si on n'était jamais vraiment parti. On ne fera jamais aussi peur, on ne détruira jamais autant, on n'est pas vraiment immortel, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche comme on peut, bon sang c'est d'un triste. Désormais elle gît ici, sous mes yeux, immense et majestueuse, avec ses six têtes dans sa mare de sang. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour la voir se relever, s'extirper de ses boyaux, ravager la campagne, s'ordonner à cœur joie, rattraper le millénaire perdu, en dévorant indistinctement roi et manant, saints et mécréants, femmes et enfants. Une apocalypse digne du monde pourri dans lequel nous pataugeons. Pas un n'en réchapperait, je profiterais du spectacle au loin, peinard. Puis elle finirait par me trouver et me boufferait à mon tour, je ne lui en voudrais pas, quelle belle fin ce serait. Mais non, nos enfoirés d'ancêtres l'ont zigouillé par je ne sais quel moyen, et moi je finirais crever les tripes à l'air sur un champ de bataille perdu au milieu de nulle part. Comme une merde. Il y avait du divin dans ce monde et on l'a tué. Même si ce divin-là relevait plus du démon, ça valait toujours mieux que ces quatre esprits que personne n'a jamais vus. Je chie sur nos aînés, ceux qui ont fait ça en tout cas. Je n'ai rien à voir avec eux, même morte, elle leur demeure infiniment supérieure. Et si notre division est ce qui ressemble le plus à ce qu'elle incarnait jadis, alors je vivrai et mourrai pour elle sans hésiter. En fait, pour moi, ce qui ressort dans ce passage-là, c'est que Feu Follet a du respect uniquement pour l'hydre et pour ce qu'elle représente actuellement. Mm. Et globalement, Enfin, même pour ce qu'elle représenterait si elle était vivante. oui, Surtout. c'est l'archétype même de la brute qui est jamais contente et jamais satisfaite, Mm. toujours à gueuler, et Ouais, c'est ça. Ouais. voilà tout ça. Et donc là, ce qu'il disait, c'est qu'ils sont 6000 soldats dans l'hydre aussi. Et ils boivent le sang de la créature décédée. Oui, Depuis combien de temps c'est peut-être pas forcément très hygiénique quand même. bah Ça juste. pourrit au bout d'un moment, non? Alors en gros, le sang de l'hydre a des propriétés curatives, ce qui fait que tu peux guérir de blessures quasiment mortelles en buvant le sang de l'hydre, ce qui Mm. sera montré à beaucoup de moments dans le livre. Ok. Et c'est aussi une sorte d'élixir de jouvence, pas parfait. Donc là, techniquement, Feu Follet semble être un homme dans la force de l'âge, mais en vérité, il a 80 ans à peu près. Ah, d'accord, ok. Et le doyen de l'hydre, en fait, même le sang de l'hydre n'arrive pas à le faire rester jeune, mais le doyen a plus de 900 ans. Ok, donc ça ralentit la vieillesse, mais ça les rend pas immortels. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, je vais parler du fait que, bon, bah là, comme on l'a vu, Feu Follet est vraiment très vulgaire dans sa manière de parler depuis le début. Mhm. Et en fait, tu as le général qui l'a convoqué pour lui dire que, puisqu'il est commandant maintenant, il va devoir plus traiter avec les nobles du royaume pour qui ils sont une sorte de
compagnie de mercenaires plus plus, Mhm. et donc devoir adapter son langage pour ça. Ok. Donc c'est assez amusant de voir comment il va réagir avec ça. Hmm. En découdre avec ces gens-là est bien plus ardu qu'avec le commun des mortels. En général, une lame affûtée suffit. Mais ici, il me faut une langue acérée et des mots bien tranchants. Je n'ai jamais aiguisé ces armes-ci. Comptez sur moi pour traiter leurs insultes avec ma politesse coutumière. Il ne sera pas dit que le serpent est grossier. Il se peut en revanche qu'il se révèle mordant. Il sourit, on s'est compris. Qu'est-ce que ça demande comme concentration pourtant qu'importe je refuse de me faire marcher dessus tout autant que d'être fouetté face à mes hommes. Va falloir que je m'entraîne. Merde, on part ce soir. Non pas merde, zut. Je vais devoir penser courtois maintenant. Courtois, mais oui. Toujours poli et doux comme un agneau celui-là. Cela ne me plaît guère, mais je vais devoir converser avec lui. J'espère qu'à son contact je parviendrai à élever mon niveau de langue et à le maintenir sans effort. Je vais être obligé de me le coltiner. Enfin, toujours mieux que de rester muet toute la soirée. Je sens que ce trajet va être long comme une séance au pilori. Tu peux disposer. Claquement de talons, demi-tour et en un quart de temps, on s'en va. Si je ne me tue pas dans la descente, j'irai entamer une conversation soutenue et sophistiquée avec mon bon ami Courtois. Il deviendra mon tuteur sans même le réaliser. Côtoyer ce beau parleur un jour m'aidera à supporter les affres du palais. À ce qu'ils, d'après ce qu'il se raconte, ils sont tous comme lui, des dizaines de courtois réunis au même endroit, sacrés tripotés dans une belle assemblée d'enculeurs de mouches. Voilà, il s'adapte comme il peut. Ouais, bah, surtout que si ouais, ça fait des 80 ans qui se comporte comme un bourrin, ça Oui. doit être compliqué. Et là, justement, en fait, on a commencé à voir l'esquisse du personnage de Courtois, qui est le deuxième gros personnage à bien se distinguer de ce livre-là. Le premier étant Feu Follet, qui est le narrateur. Et en fait, Courtois, il paraît comme une anomalie au sein de l'Hydre, puisqu'il semble presque gentil, poli, et bien sous tout rapport. Mm. Mais en fait, on essaiera de découvrir tout au long du livre ce qu'il cache pour faire partie De l'hydre, ouais. de l'Hydre, mais en étant comme ça. Et ça fait du bien parce que sinon, la plupart des autres personnages ne sont différenciés que par leur nom et certains traits de caractère. Mm. Et là, justement, on va voir un petit peu l'arrivée à la cour des commandants de l'Hydre et du général. Mes seigneurs et nobles dames, les commandants de l'Hydre et leur général. Eh ben, j'ai connu des murailles qui nous réservaient des accueils plus chaleureux. Ne faites pas mine de nous apprécier surtout. Remarque, ce n'est pas comme si je m'attendais à autre chose. Bon, oui, ce roi que je manouille et que je me barre. Oh, ça va, hein. Excusez-nous de gâcher votre banquet, vos mets et votre vin. C'est ça de croiser des nantis et de ne pas pouvoir tous les étriper. Ils s'offusquent, nous jugent et se cachent derrière leurs vertus pour mépriser ceux grâce à qui ils n'ont pas risqué leur peau. Même pas capables de chuchoter discrètement. J'ai entendu dire qu'ils violent tout ce qui leur tombe sous la main. Vieillards et enfants compris. Ils ont bien de la chance d'avoir les faveurs du souverain. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais fait exterminer cette racaille il y a longtemps. En plus, ils se font les fiers. Ça y est, j'ai la dague qui me démange. Donc là, c'est Courtois qui parle. Gente dame, permettez que je vous serve. Nul gentilhomme ne souffrirait de voir pareille beauté se déshydrater. C'est qu'elle sourit en plus, sûr qu'elle nous méprisait comme tous les autres, mais lorsque le beau Courtois lui remplit son verre, c'est d'autres genres de pensées qui doivent l'animer. La vache, la gueule que tirent ses glandus. Bien joué, satané lézard. Ils crèvent tous de jalousie. Il n'a pas choisi la plus moche, dis donc. La voilà rouge de honte et d'autres choses. Vas-y, joue la vierge effarouchée, défends-toi d'avoir éprouvé la moindre attirance envers lui, ça ne prend pas. C'est ça, vous autres, faites semblant de la croire. Mon home de serpent que le bellâtre ancra ses rêves pour de nombreuses nuits et qu'elle saura se délecter de son bon souvenir. Mhm. Donc voilà, un petit peu comment est dépeint Courtois chez les gens. Ouais, c'est un peu un beau parleur qui parle bien et qui comprend, enfin, et qu'effectivement, nous, on comprend pas trop en tant que lecteur qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, justement, en fait, on va faire la connaissance de la princesse Rosalie, qui, avec son frère, va constituer un petit peu une sorte d'antagonisme dans ce premier tome. Ce qui est intéressant parce que justement, en fait, là, on suit des personnages qui, dans n'importe quel autre contexte, auraient été les méchants.
Et donc là, en fait, les antagonistes, ça va être des personnages pour qui on aurait bien aimé être, en fait. Et c'est un petit peu la seule personne que Courtois n'arrive pas à séduire d'ailleurs. Parce qu'elle a des idéaux nobles dans ce sens. Ok. Mes hommages, princesse Rosalie. Les années ne font que vous embellir. Navré pour votre père, puissent mes pensées vous accompagner. Ah, notre séducteur s'attaque à la dame de ces lieux. Hâte de voir comment elle va chavirer. Tiens, aucune réaction. Ah si, mais c'est quelle grimace en fait. Elle fait même pas semblant de cacher son dégoût. J'aurais préféré vous savoir reclus dans votre maudit antre en pareille occasion. Je ne désespère pas de voir un jour votre haine à notre rencontre dissipée. Cette différence entre vous et moi, pour ma part, j'ai cessé d'espérer vous voir un jour arrêter vos massacres. Et donc là, justement, aussi quelque chose que j'ai pas précisé depuis le début, mais c'est que toute la compagnie de l'Hydre est tournée autour de la créature éponyme. C'est-à-dire que leur repère s'appelle littéralement Hydramar. Ok. Ensuite, je vais en profiter pour parler un petit peu de la magie dans ce monde-là, qui est présente, mais peu exploitable en fait, pour pas la rendre trop craquée. Ok. Donc un petit peu comme le sang de l'hydre, donc il y a des magiciens qui bien souvent ne font pas grand-chose parce qu'ils sont pas très compétents. Qu'est-ce qu'il me veut le prince? Il voit pas qu'il embête son magicien de compagnie autant que moi. Gabriel, vous avez raté son hommage. Je vous présente le nouveau commandant de l'hydre, Feu Follet, tête du serpent. Feu Follet, voici Gabriel, l'enchanteur du palais. J'espère que tu ne vas pas me présenter à tous les sous-fifres qui ont raté mon humiliation. Enchanté, messire. Réponds-moi, allez, un truc, n'importe quoi, non? Même pas une remarque. Même pas un mot, même pas un bruit. Il a l'air encore plus mal à l'aise que moi. On va le tailler un peu pour s'amuser, autant commencer par une cible facile. Je me suis toujours demandé pourquoi vous portiez une robe ou cachiez votre visage. Ne moufte pas. Sérieusement, je suis presque embêté de lui avoir cloué le bec, à si peu de frais. Eh bien, enfonçons-le. J'en ai vu quelques-uns comme vous durant mes batailles, ils n'étaient pas aussi bien vêtus, mais j'avais tout de même l'impression d'avoir affaire à de sacrés charlatans. Le plus doué que j'ai jamais rencontré m'a lancé un sac de merde à la figure, si je me souviens bien. Il a dû avoir envie d'en refaire un juste après, si j'en juge par le brusque changement de couleur que son pantalon a ensuite subi. Donc voilà un petit peu les magiciens dépeints par Feu Follet. Ouais. Qui n'ont pas forcément vécu très très bien le fait d'être face à lui. Oui. Là, je vais revenir un petit peu sur la nomination des membres de l'Hydre, avec l'exemple qu'on aura dans ce livre-là. Y a-t-il des sans-noms parmi vous? En voici qui s'avance, 6 mômes, mieux que rien. Je m'en vais tenir la promesse de notre général, à genoux. Un peu de solennité, un petit brin aux yeux bleus pour commencer. Il a l'air déterminé, c'est bien, j'aime ce regard. Par le sang qui coule dans tes veines, petit entaille dans la main, celui de tes ennemis, merci les prisonniers. Et celui de la bête, je te baptise Vengeance. Jure de combattre jusqu'à la mort pour la division et de respecter ta nouvelle devise, l'hydre jamais ne meurt. Je le jure. Allez, embrasse la lame, abreuve-t'en, parfait, il se lèche même les babines. Je l'aime bien celui-ci, de la graine de pionnier. Bon, plus que 5, haine, châtiment, mémoire, sanglant, vindicte. En gros, après le début de la bataille, ils leur font boire la mixture entre le sang de l'hydre, le sang des prisonniers et le sang de la personne qui fait le rituel. Et ensuite, ils leur donnent un nom. Donc là, celui qui va nous intéresser, c'est Vengeance, qui sera un petit peu un des seuls personnages à évoluer dans ce livre-là, puisqu'on va le voir évoluer du statut de son nom pour le voir gravir les échelons dans l'Hydra. Aux côtés de Feu Follet, du coup. Ouais, c'est ça. Ensuite, il va y avoir le passage que j'ai trouvé le plus prenant du livre, savoir la partie des monts acérés. Donc là, l'Hydre a subi un sérieux revers et ils sont en fuite. Et là, ils ont été obligés d'abandonner leurs armures pour supporter le froid de la montagne. Et je trouve que tu as deux passages qui sont très saisissants, dont un qui va nous permettre de voir un petit peu les effets du sang de l'Hydre. Arrêtez de roupiller. Ce matin, je me réveille sur un cadavre. Bordel, c'est chanteur. On va tous y rester. On peut s'estimer chanceux, il a pas fini sa gourde avant de clamser, lui. Allez, je prends ses chaussettes et ce truc qui ressemble à des moufles. Partagez-vous le reste. Ah, ça me gèle. Ça ne grêle pas, mais ça souffle fort. Deux faces en plus. On ne voit rien. Pas réfléchir, pas penser, juste avancer. J'ai faim, si faim. Mon pouce appétissant. Que... À quoi je pense? Rester lucide. Surtout rester lucide, pas débloqué. Nuit. Bivouac. Fatigué. On se lève. Putain, mes doigts sont bleus. Je sens plus rien.
Mes mains, mes bras, tous mes membres vont y rester. Bordel. Merde, putain, vite du sang. Boire, préserver mon corps, me préserver. Ah, mes phalanges ne se plient plus. Je vais les briser si je force. Ma gourde entre mes poignets. Le bouchon, saloperie. Pourquoi je panique? Je n'ai qu'à le retirer avec les gants, avec les dents. Ouf, ça réchauffe. Ma chair reprend des couleurs, sauvée, pour l'instant. Plus rien à boire. N'aurais-je prolongé ma vie que pour endurer ce supplice plus longtemps? Bivouac. Donc là, justement, ce que je trouve fort dans ce passage, c'est que tu arrives à te dire ils vivent vraiment un truc difficile alors qu'on les a décrits comme des enfoirés depuis le début du livre. Hmm. Et donc là, justement, tu vois les bienfaits du sang de l'hydre, puisque ça lui permet De réchauffer ses doigts et de se le désentir, quoi. ça lui permet littéralement de guérir des membres nécrosés, en fait. Hmm. Ce qui est vraiment fort. Et là, un passage qui est extrêmement fort, c'est le passage où ils en sont réduits à faire du cannibalisme Ça pour, en fait partie à eux. ouais, pour se nourrir. Un réveil, un mort, depuis peu. On sait comment s'y prendre à force. Chacun mord un coup tant qu'il est encore un peu chaud. À cet instant, plus qu'à aucun autre, on prend bien soin de ne pas se regarder dans les yeux. Je ne pensais pas que la honte pourrait subsister dans ces conditions. Ne tergiversons pas. Je prends je prends un bout de joue, le plus accessible, le moins répugnant. Je le découpe aussi proprement que possible. Grâce à l'hydre, je ne le connaissais pas. Les derniers n'auront pas ce problème. Il n'aura plus de visage quand il arrivera à eux. Le pire, c'est que ce n'est pas si mauvais. Remarque, j'imagine que tout est bon pour qui a faim. Tout le monde a fini, on bouge. Bien hardcore, hein. Ouais. Bah oui, mais c'est quand t'es contraint par la précarité de la chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, justement, en fait, on revient un petit peu sur le caractère ambigu de Sournois. Enfin, non, sur le caractère, Courtois. sur le caractère ambigu de Courtois, où en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Parce que c'est de loin la personne la plus stratégique au sein de l'Hydre, et qui se complaît le plus dans le grand monde, en fait. Donc, il y a ce petit paragraphe qui est assez intriguant. Il sourit. Il affiche toujours le même sourire, en fait. Il le sort aux femmes, aux hommes, même aux plantes, je suis sûr. Un sourire qui désarçonne. L'un des plus grands tueurs de notre temps dégage l'innocence d'un nourrisson et la pureté d'une sainte, c'en est presque effrayant. Pour moi, Courtois, c'est vraiment mon personnage préféré du livre. Parce que c'est le plus subtil. Et en plus, t'as dit, au début, tu l'as appelé sournois. Euh, Tu sais, au lieu de l'appeler courtois. Donc je trouve ça marrant parce que Bah, en c'est un fait, peu, ça va de pair un peu en fait avec son comportement. ouais, mais c'est surtout aussi que t'as le C, le S qui ont des consonances très semblables. Donc Ouais, le lapsus se fait vite entre les ouais, deux. ouais. Mais après, c'est peut-être un lapsus assez révélateur. Parce que pour se montrer, il a l'air très intelligent. Et la sournoisie, c'est une grosse preuve d'intelligence. Ouais. Bah, d'ailleurs, il fera un gros coup vers la fin du roman. Pas contre l'hydre, mais justement pour faire en sorte de la faire se reconstruire un petit peu et qui sera satisfaisant à voir. Ok. Là, je vais passer à un des rares moments vraiment beaux du livre. Et justement, c'est décrit par les onomatopées qui font des notes de musique. Donc, ça va Hmm. décrire un petit peu le chant du bien qui vient de la religion principale de ce monde, qui est constituée des quatre esprits. Donc, suivant les quatre éléments naturels, eau, feu, vent et terre. Hmm. Et ça s'oppose justement aux trois grandes créatures mythologiques dont l'hydre fait partie, mais aussi le dragon et le léviathan. Et en fait, justement, lors de ce passage, Feu Follet et l'hydre sont sur des vaisseaux pour aller vers un autre continent. Pour parvenir à traverser la mer, il y a une prêtresse qui doit entonner le chant du bien pour éviter que le Léviathan vienne manger leur navire. Hmm. C'est pour ça. Ok. Et est-ce que du coup, il y a d'autres peuples qui ont su dompter comme l'hydre du coup les pouvoirs, par exemple le pouvoir du Léviathan ou le pouvoir de la troisième créature, par exemple? Alors pour le pouvoir du Léviathan, il n'y a pas d'exemple connu. Il y a un empire qui est affilié au dragon, mais on ne sait pas s'ils en maîtrisent le pouvoir ou non, et ça reste Ok. très flou à ce niveau-là. Ok. On arrive au détroit, tout le monde la boucle.
Ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de vomir dans la cale avec les sardines. Donc les sardines, c'est les galères qui s'occupent de faire avancer avec les rames. Mm. Elles sont là pour ça. Le premier que j'entends, je le jette. On y sera dans une heure. C'était donc pour ça. Faudrait pas nous attirer l'autre bestiole dessus. Ce serait marrant comme boutade si je ne me piégeais pas moi-même dans l'opération. Crier un gros ohé au milieu de l'océan et voir ce qui se passe. Tiens, voilà autre chose, une jeune fille, plus une enfant qu'une femme. Disons un entre-deux, à la fois aguicheuse et innocente. Pas vraiment mon genre, les ingénus. Mais ça fait tellement longtemps que je trappe dedans sans hésiter. Oui, il pouvait bien la cacher celle-ci, avec deux dames de compagnie en plus, encore plus petites qu'elle. Seulement Câlin était encore parmi nous, il en aurait eu l'eau à la bouche. Ouais, d'ailleurs, Câlin, on ne sait pas comment il a eu son surnom, mais je pense qu'on n'a pas trop envie de le savoir. Ouais, ouais. Eh ben, en tout cas, ça déconne pas niveau silence, pas un bruit. On pourrait presque entendre les poissons nager. Les rames sont rangées, on avance qu'au vent. Pas un bruit, presque l'impression de respirer trop fort, moi. Et les autres galéas, pareil. La frousse qui doit avoir du Léviathan pour aller jusqu'à se retenir de péter. C'est même un peu contagieux. En plus de la fermer, ils affichent une de ces mines. On dirait qu'on est sur le point de les décapiter. Merde, même moi je ressens leur appréhension maintenant. D'où vient cette mélodie? C'est la fille? Elle a sorti une flûte. Qu'est-ce qu'elle joue bien? On dirait que ses notes volent au-dessus des flots, flottent sur l'eau et accompagnent les vagues. La paix qui en émane, la douceur, la poésie, la mer elle-même semble apaisée à l'écoute de ce son. Plus une ondulation, plus un pli sur la plaine bleue. Le visage de la fille, aussi serein que sa musique, cette candeur, cette pureté, je ne ressens plus la moindre excitation, et pourtant je la trouve plus ravissante que jamais. Même les créatures de la mer s'arrêtent pour l'entendre jouer. Le requin cesse de chasser, le saumon de fuir, et le dauphin sort la tête pour profiter de quelques notes. Si les souverains entendaient cela, il n'y aurait plus de guerre, le temps s'arrêterait, serait figé pour le mieux et pour toujours. Quoi, c'est fini? On a déjà franchi le détroit? J'ai rien vu passer, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis sur le point de pleurer. Moi? Qu'est-ce qu'elle m'a fait cette sorcière? Elle est même pas si jolie en plus, qu'est-ce que c'était que cela? Donc là justement en fait c'est de manière assez subtile déjà on voit que l'auteur est capable de d'écrire dans un parler qui est pas vulgaire Ouais, ouais. et que c'est vraiment un parti pris de l'auteur, tu sens que c'est le style qu'il a voulu donner à son roman. Puis Mais ça fait vraiment une parenthèse aussi. ouais, ça fait une Ça parenthèse. accentue encore plus le reste du récit, je trouve. Oui. Ouais. Et puis c'est surtout aussi, tu constates que c'est de la vraie magie pour que une personne aussi corrompue que Feu Follet parle avec un langage aussi doux. Tu sens que l'effet est vraiment réel. En Mm. fait, le chant du bien, ça invoque la paix dans les cœurs de tous ceux qui l'écoutent. Mm. Comme si ça chassait le mal du monde. Le chant du bien. C'est un passage que je trouve très fort. Ouais, ouais. Et puis, comme il disait, en fait, c'était si tout le monde entendait ça, bah, ça arrêterait le monde de façon parfaite dans un moment parfait, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ouais, c'est trop cool. Donc, ce sera le dernier extrait que je vais dire pour ce livre-là. Alors, franchement, moi, ce qui m'a marqué, c'est le style vraiment parlé qu'il y avait. Les deux personnages centraux que sont Courtois et Feu Follet. Et bah, le style avec les onomatopées qui est marquant aussi à certains moments. Mais c'est surtout aussi la description des scènes de bataille. Je crois que c'est un des livres où les scènes de bataille m'ont le plus agrippé que ça. J'ai pas pu en donner beaucoup pour pas trop spoiler, mais franchement c'était du très bon niveau. Et donc avec ça et le livre Pays réel que j'avais traité dans un épisode précédent, on est sur deux livres de la Giberne qui contiennent deux des meilleures scènes de bataille que j'ai pu lire dans un livre. Ok, super. Donc voilà, je sais pas trop toi ce que t'en as pensé. Je pense que le style t'a un petit peu rebuté dû au caractère du personnage, mais Ouais, mais au final, le choix de tes chapitres, j'ai pas dit que j'irais, mais m'ont donné un petit peu envie quand même d'en savoir plus sur cette histoire de Feu Follet et de comment en fait il peut monter les échelons, etc. En fait, j'ai trouvé ça, comment je pourrais dire? C'est intriguant. Voilà, ça m'a oui. intrigué. J'aimerais presque, tu vois, genre me poser, ça, en savoir plus, tu vois. Ouais. Bah en fait moi c'est quelque chose qui me plaît parce que je suis pas dérangé par les aspects gore ou vulgaires dans les livres tant que ça sert un propos et c'est le cas ici. Hmm, hmm. Et justement pour moi ça fait maintenant partie d'un de mes livres de fantasy préférés en général. Parce que franchement ça m'a beaucoup marqué. Hmm. Puis même le fait, tu sais, que même dans la mise en page, comme là tu montrais avec les notes de musique ou les pas ou tout ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça rend.
En fait, on est presque à la limite de la bande dessinée, parce qu'en fait, ces mots-là, comme ça te permet vraiment d'imaginer une scène. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Surtout, c'est un parti pris risqué pour le cadre d'un roman traditionnel. Hmm. Ouais, ouais, c'est pour ça c'est intéressant. Déjà dans le ton qui est pris, la façon de l'illustrer, etc. Non, il y a vraiment des idées que je trouve très intéressantes. Mhm. Et en plus, ça permet bah, du coup de se démarquer, encore une fois, hein, Ouais, par rapport à d'autres, comme tu dis, des livres traditionnels, même qui peuvent être bien écrits. Ça rajoute quelque chose en plus, quoi. voilà. Bah, merci pour cette découverte. Mhm. Et Ouais. puis, pareil aussi pour les conseils de Stephen King, qui, pour moi, comme je te dis, recoupe beaucoup avec le livre Comme par magie de... Parce que du coup, c'est assez intéressant la façon dont elle aborde la créativité, la façon de ne pas se limiter dans la création de ses idées. Et un peu comme pour écriture, je pense que c'est des choses sur lesquelles toi tu peux... Je pense que tu pourrais y trouver peut-être des petites astuces. Parce qu'en fait, ça touche tout. Elle en parle parce que c'est une écrivaine qui a eu de la chance aussi dans la rédaction de certains de ses livres. Mais elle est aussi beaucoup sur des conseils qu'elle pourrait donner pour des peintres, pour Mhm. des musiciens, etc. Ouais. Encore une fois, principalement, c'est aux écrivains et aux auteurs. Mais du coup, moi qui ne suis pas auteur principalement, j'ai trouvé ces conseils vraiment intéressants et Pertinent? pertinents. Exactement. Mhm. Donc je pense que ça peut être un truc intéressant pour toi d'aller jeter un œil. Bah, peut-être quand ma pierre Plus petite. fera moins d'1 kilomètre. Ouais. Bon, bah, trop cool. Bah, merci beaucoup pour cet épisode.